Centralisation de notre Assemblée générale qui, jusqu'à présent, s'est tenue tous les ans à Paris. On avait choisi Paris parce que c'est évidemment commode, un accès commode pour les gens venus d'un peu partout. Et il est évident que pour les gens qui sont dans l'Est de la France ou le Sud-Est, venir à Limoges, c'est pas évident, même pour les gens du Nord, et vice-versa. Donc c'est la raison pour laquelle on avait toujours choisi Paris. Cette année, pour la première fois, nous venons en province. Il faut en tirer les enseignements qui s'imposent face à ces situations. Mais c'est bien, néanmoins, de venir rencontrer les adhérents dans les régions et, par-delà les assemblées générales, éventuellement, de faire des réunions de temps en temps dans les diverses régions. Juste, Gérard, pour ton information, nous devons être 28 ici, oui. Ce que nous n'avons pas toujours été à Paris, même peut-être jamais. Oh. Voilà. Donc c'est quand même... Bon, il est optimiste, oui, c'est bien. Mais bon, comme je dis toujours, un réaliste, c'est un pessimiste, c'est un réaliste qui était optimiste et qui a cessé de ne plus être réaliste. Alors c'est pour ça que je pense que nous portons une grande idée. Cette idée, on a voulu, il y a 10 ans, la concrétiser par un mouvement. C'est la Convention Vie et Nature. Le passé de ceux qui ont constitué la CVN explique tout à fait leur démarche, parce qu'on vient toujours de quelque part. La plupart des fondateurs ont été des gens qui ont milité auparavant dans des grandes associations nationales de protection de la faune sauvage, de l'écologie, de l'opposition éthique à la chasse, puisque moi-même, je fus pendant 15 ans vice-président du Rassemblement des opposants à la chasse. Tout en exposant à l'époque, et je le dis et je le répète et je le redirai toujours, que ce n'est pas du tout une monomanie, pardon Théodore, ce n'est pas une monomanie de parler de chasse. C'est tout simplement parce que ça représente sans doute l'agression la plus volontaire, la plus intentionnelle, la plus directe et la plus gratuite que l'homme puisse faire à la nature. Mais les agressions sont multiples et nous nous battons contre toutes les agressions. Celles qui sont directes, intentionnelles, volontaires, comme la chasse, et celles qui sont plus implicites, mais qui sont néanmoins tout autant nocives, que dictent parfois des intérêts économiques, financiers, lucratifs. Donc, la CVN est partie d'une idée. En France, n'existait pas un mouvement qui représente l'écologie biocentriste. Terme très cher à notre regretté ami Jean-Claude Hubert. Terme que n'aimait moins un de nos cofondateurs qui était Armand Farci. Ils étaient tous les deux, ils sont tous les deux, puisque Armand est toujours vivant, heureusement pour lui, ils sont tous les deux biocentristes, mais c'est une question de terminologie. Je pense que le fait de définir le biocentrisme déjà explique tout. C'est-à-dire que l'homme a mis longtemps au centre de ses préoccupations les divinités, qu'elles soient polythéistes dans l'Antiquité, qu'elles soient monothéistes dans les siècles passés. On a mis Dieu au centre de tout. Puis, avec les Lumières, avec Rousseau, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Condorcet, on a mis l'homme. On a mis la fraternité citoyenne, puis on a même étendu ça à l'humanité entière. Ça a été l'humanisme, qui a été un grand moment, une grande conquête de la pensée humaine. L'humanisme, c'est bien. C'est mieux déjà que le théocentrisme. C'est mieux. Mais nous, on veut aller plus loin. Et on dit au centre de tout, nous mettons le vivant. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que la vie soit apparue sur la planète. Et ça, c'est formidable. Et on sait maintenant, par la science, par la paléontologie, par la génétique, par l'astronomie même, que finalement, il y a une unité profonde du vivant. La vie procède de la vie, et entre nous et les autres espèces, eh bien, il y a une parenté. Certes lointaine, mais cette parenté, elle existe. Et donc, c'est la vie qu'il faut défendre. Or, la vie est actuellement menacée sur la planète. Elle est menacée, et j'entendais cette anecdote ces jours-ci que je vous rapporte, que quelqu'un exposait. Dans l'univers, il y a 2 planètes qui se rencontrent. Une petite planète blanche qui va très bien, et une petite planète bleue qui va très mal. Et la planète bleue dit « Je suis malade, ma température s'élève, j'ai de la fièvre, sur ma peau il y a des granules qui apparaissent.
Et la petite planète blanche lui dit, t'inquiète pas, t'as attrapé une maladie, je sais ce que c'est l'humanité, mais t'en fais pas, ça passera. Bon, voilà. Donc, la planète est malade de l'homme. C'est indéniable. Essayons de soigner la planète autrement qu'en disparaissant. Et essayons de réconcilier l'homme et le vivant. Vaste programme. Vaste programme. C'est sans doute ce qui fonde l'écologie elle-même. Mais tous les écologistes ne sont pas sur cette longueur d'onde-là. Faut-il s'en inquiéter? Faut-il dire, c'est affreux. Dans l'écologie, il y a toutes sortes de gens, des opportunistes, des parasites, des traîtres, des faux-nés, etc. Je vous dirais non. Dans mon esprit, comme je le dis souvent, je ne définis pas la pensée écologiste. Je définis une pensée écologiste. Je vous parlais du XVIIIe siècle tout à l'heure et du siècle des Lumières. C'est ce que j'écris souvent. Rousseau, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Helvétius, Condorcet, tous les penseurs du XVIIIe siècle ne pensaient pas tout à fait pareil. Je dirais même qu'ils ne s'aimaient pas, vous le savez, les querelles Rousseau-Voltaire. Et pourtant, ils ont tous ensemble préparé la Révolution française. Ils ont tous ensemble été les précurseurs de la Déclaration des droits de l'homme, du recul de l'obscurantisme religieux, du totalitarisme, de l'absolutisme royal. Ils ont tous contribué à cela. Le XIXe siècle, lui, par la misère ouvrière, par les enfants qui travaillaient 12 heures par jour dans les filatures, puis dans les mines, le XIXe siècle a sécrété le socialisme. Et les socialismes ont été multiples. Marx et Bakounine se détestaient. Engels et Jaurès n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Il y avait des socialismes très différents. Mais tous ont engendré. Engendré quoi? Pour le meilleur, la social-démocratie suédoise, et pour le pire, le totalitarisme stalinien ou maoïste. Mais ils ont contribué, Proudhon, Engels, Marx, Bakounine, Jules Guesde et les autres, à faire avancer la pensée humaine et à faire avancer nos lois et règlements. Eh bien, notre siècle n'a rien inventé d'autre. La pensée nouvelle, c'est l'écologie. Et dans cette pensée-là, vous avez des courants très différents les uns des autres. Très différents. Et c'est légitime. Et quelque part, c'est même enrichissant. C'est une chance pour la société, c'est une chance pour notre réflexion d'avoir des courants différents au sein de l'écologie. Et nous en sommes un. Radical, extrémiste, intégriste. Extrémiste, comme le disait Yves Cochet un jour qu'il me rencontre. Ah, vous êtes extrémiste. C'était peut-être pas très gentil de sa part, mais ça ne veut rien dire. Être radical, comme je lui ai répondu, Édouard Herriot était radical. Il n'était pas très extrémiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va à la racine des choses. Ça veut dire qu'on définit une politique à partir d'une réflexion et d'une pensée. C'est tout. On n'est pas plus extrémiste qu'eux. Il m'arrive même, peut-être parfois, de l'être moins sur certains sujets que d'autres opportunistes qui croient opportun de lancer des querelles sur certains sujets. Nous sommes radicaux en ce sens que nous allons à la base de cette philosophie. Voilà ce qu'est la CVN. Voilà pourquoi la CVN, il y a 10 ans, existe. Que doit faire la CVN? Quels sont ses moyens d'action pour diffuser ses valeurs, ses idées? Eh bien, j'allais dire tous azimuts. Nous devons intervenir dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur d'opinion, d'action, qui doit nous être étranger. Conférences, livres, articles, éditoriaux, outils Internet, importants pour diffuser les idées, actions juridictionnelles, parfois, pour faire reculer telle ou telle agression, pétitions, etc. Et le politique. Ah, la politique. Eh bien, ce sera l'objet du débat que nous allons avoir à l'issue, j'allais dire, des rapports qui vont vous être faits. Vous allez donner votre avis là-dessus. Et nous allons en parler. Pourquoi? Parce que 2012 sera une année électorale. Et faut-il s'occuper de la politique? Ben, bien sûr. Et pourquoi? Ben, parce que les lois, les règlements, les choix financiers, les choix d'orientation pour tous les sujets sont faits par les élus, sont faits par les décideurs. Et si on se désintéresse de cela, en fait, on se désintéresse de l'action. Donc, si on veut exister, si on veut peser, il faut parler politique. Et nous en parlons.
Et j'en parle dans mes éditoriaux pour ceux qui me lisent. Maintenant, sachez-le bien, la Convention Vie et Nature et moi-même ne sont à la remorque de personne. Nous ne roulons pour personne, pour aucun autre parti que pour l'idée qui est la nôtre, c'est-à-dire la nature, le vivant, la réconciliation de l'arbre, l'animal et